Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de Kate Kendall, Goodbye Silicon Valley, The Rise of the Indie Web. Donc c'est vraiment une conférence très intéressante qui a eu lieu à l'Aracon AU, qui va parler un petit peu de comment on peut monter des startups aujourd'hui sans vraiment copier le modèle de la Silicon Valley. Donc tout d'abord, elle pose la question, est-ce qu'on est légitime en tant qu'entrepreneur si on n'a pas levé de l'argent? Parce qu'on voit beaucoup de startups qui lèvent des millions et ça peut donner envie, mais elle explique que ce n'est pas forcément le Saint Graal et ce n'est pas forcément l'objectif d'une startup de lever de l'argent. On peut vraiment être légitime en tant que startup sans avoir besoin de lever de l'argent. Donc elle explique qu'il y a plein de problèmes avec le fait de lever de l'argent, c'est que quand quelqu'un donne 10 millions ou 20 millions à une entreprise, elle s'attend à un minimum de retour sur investissement. En l'occurrence, elle parle de 20% de croissance mois après mois, donc c'est énorme, voire même 50% pour certaines levées de fonds, et donc c'est quelque chose qui est quasiment inatteignable, à part pour quelques rares exceptions. Ensuite, elle parle aussi du fait que beaucoup de startups aujourd'hui rendent les gens un petit peu feignants, on va dire. L'objectif des startups, c'est de résoudre le problème, qu'est-ce que faisait ma mère pour moi et qu'elle ne fait plus maintenant. Donc elle explique qu'à Silicon Valley, on peut avoir un majordome à demande, on peut avoir du nettoyage de linge à la demande, on peut avoir des donuts à la demande. Voilà, elle explique vraiment beaucoup de choses là-dessus et c'est vraiment assez intéressant. Elle dit aussi que par exemple, même pour elle, qui est un petit peu, voilà, quand elle était à Silicon Valley, à un moment, elle se demandait si elle devait aller acheter son dentifrice en face, en sortant de chez elle du coup et en traversant la rue. Elle préférait peut-être plutôt se faire livrer par Amazon, sachant que là-bas, Amazon livre dans la journée. Donc c'est vraiment quelque chose qui rend un peu les gens feignants et c'est pas vraiment ce qu'on veut pour des startups et des entreprises. On veut vraiment qu'elles nous poussent à le meilleur et pas forcément à ce genre de choses. Ensuite, elle explique que le fait de lever de l'argent, ça ne veut pas forcément dire un succès immédiat. Généralement, la majorité des gens qui lèvent de l'argent, elles ne réussissent pas. Il y a plein de startups qui se crashent. Et même quand on a une énorme croissance, là, elle montre l'exemple d'une startup qui s'appelle Homejoy, qui avait une énorme croissance, qui a levé énormément de fonds, 65 millions, enfin presque 66 d'ailleurs, et qui a fermé du jour au lendemain parce que finalement, c'était pas sustainable. Enfin, on ne pouvait pas garder cette croissance à vie et ça n'était pas rentable. Donc vraiment, ce n'est pas une solution d'avoir de la croissance à tout prix. Ensuite, elle explique aussi que quand on a des levées de fonds à ce niveau-là, généralement les investisseurs veulent qu'on avance très vite, même si les lois n'avancent peut-être pas aussi vite. Alors des fois, pour certaines startups, les lois après changent parce qu'elles apportent de nouveaux services et elles bougent certaines choses. Mais en fait, l'idée un petit peu de la Silicon Valley en ce moment, c'est plutôt de dire on demandera pardon plus tard, avant de demander la permission. Donc au lieu de demander à la loi de changer ou demander aux élus de dire faites quelque chose pour qu'on puisse avoir ce nouveau business, on va faire le business et on va forcer la loi à changer. Et puis au pire, si ça ne fonctionne pas, on demandera pardon après, on payera les amendes. C'est pas très grave. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'elle regrette un petit peu au niveau de la Silicon Valley. Également, un problème, surtout du coup à la Silicon Valley particulièrement, c'est le fait qu'il y a une grosse inégalité entre les locaux et les personnes qui travaillent dans la tech, dans les startups. Là, elle parle des bus Google, mais en fait, le fait, c'est que c'est devenu super cher pour toutes les personnes qui travaillent à la Silicon Valley, mais qui ne sont pas dans des startups, toutes les autres personnes. Donc on peut croiser quelqu'un qui va mendier dans la rue à côté d'une autre personne qui vient de s'acheter la dernière Tesla. Et donc c'est quelque chose qui est un petit peu dommage aussi à ce niveau-là. Elle aimerait bien qu'on repartage peut-être un petit peu mieux les ressources dans ce genre de zone. Donc là, on voit un exemple de chambre qu'on peut trouver à la Silicon Valley qui coûte très cher. Elle payait à peu près $750 sa chambre quand elle était là-bas par mois. Et en fait, San Francisco est devenue la ville la plus chère au monde pour se loger. Donc pour les personnes qui travaillent chez Google, Facebook, etc., c'est pas un problème. Par contre, pour les professeurs, pour les infirmières, pour toutes les personnes, les locaux qui doivent quand même travailler, qui doivent quand même continuer à faire tourner les lycées, faire tourner les hôpitaux, et ça peut devenir problématique de se loger. Donc du coup, ils font énormément de transport. Il y a certaines personnes qui font plus de 2 heures de transport parce qu'ils ne peuvent pas se loger à San Francisco, c'est devenu impossible. Donc après, elle fait un petit récapitulatif qui est assez intéressant sur la Silicon Valley. Quand on prend des investisseurs chez nous, on pense qu'on sera notre propre patron quand on monte une startup, alors qu'en réalité, c'est les investisseurs qui deviennent notre patron. C'est eux qui décident de tout. Si on veut corriger un problème, si on veut faire un business spécifique, c'est les investisseurs qui vont décider quel business on va développer particulièrement. En plus, on sacrifie un petit peu notre potentiel de gain parce que quand on vend une grande partie de son entreprise pour ça, effectivement, à court terme, on gagne beaucoup d'argent, mais à long terme, peut-être que si notre startup fonctionne, on serait devenu bien plus riche. Donc il y a des startups qui ont refusé des propositions de rachat et qui finalement se sont mieux portées et c'était un gros bénéfice pour les propriétaires.
Ensuite, bon, les investisseurs veulent souvent qu'on vienne à la Silicon Valley ou qu'on vienne dans leur bureau, donc ça c'est un petit peu problématique. Ensuite, il y a pas mal de petites choses à ce niveau-là, qu'il faut travailler et pas trop se soucier de sa vie de famille, ce genre de choses. Et puis il y a aussi le dernier point qui est assez intéressant, c'est le fait qu'on pense qu'on va essayer de contrôler son budget. Quand on gagne beaucoup d'argent, on essaie de contrôler son budget pour faire apporter de la plus-value aux clients, alors qu'en réalité, majoritairement dans la Silicon Valley, c'est des budgets fous, mais qui sont aussi dépensés n'importe comment. Il y a des jacuzzis, on va dire, dans les bureaux. On l'a vu tous, les bureaux de Google, les bureaux de Facebook, c'est des choses comme ça. Voilà. Et toutes les startups essayent d'imiter ça pour attirer les talents. Et du coup, on dépense des fortunes pour des choses qui n'ont pas forcément de valeur, on va dire, au niveau des clients. Il y a aussi le point, l'avant-dernier point, sur le fait que les investisseurs, eux, ils veulent sortir pour gagner de l'argent. Donc, ils veulent revendre leur part à un moment. Et du coup, ils se concentrent surtout sur le short terme. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'entreprise grossisse très rapidement au fur et à mesure des mois, mais pas, ils ne visent pas un business qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Eux, ce qui les intéresse, c'est quelques années grand maximum. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi un petit peu problématique au niveau de la Silicon Valley. Donc l'anti-Silicon Valley, comment faire différemment, c'est faire comme un peu les deux créateurs de Basecamp, dont j'ai déjà parlé. Ils ont fait une Q&A sur l'Aracon US, je mets la fiche en haut pour ceux qui veulent la voir. Donc eux vraiment, ils sont dans l'ambiance inverse, ils veulent construire un business qui va durer sans prendre d'investisseurs forcément, mais voilà, en ayant quelque chose qui apporte de la valeur aux clients, qui avance rapidement et qui va durer dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important. Donc ce qu'elle dit, c'est qu'il faut se concentrer sur le profit, sur gagner de l'argent et pas sur la croissance. Elle dit que dans son entreprise à elle, par exemple, il y avait une métrique qui était le nombre de clients qu'elle avait. Et en fait, elle pouvait prendre des petits clients qui ne payaient pas très cher et ça faisait grossir cette métrique. Et c'était très intéressant pour la presse et pour les retours qu'elle avait au niveau des investisseurs, etc. Alors qu'en réalité, c'est pas ça qui lui gagnait de l'argent. Donc elle passait énormément de temps à travailler pour augmenter un chiffre qui ne lui rapportait pas d'argent, mais ce chiffre-là était observé par plein de gens, du coup c'était intéressant de le faire grossir. Donc elle dit il vaut mieux se concentrer sur ce qui rapporte de l'argent plutôt que se concentrer sur essayer de faire grossir des chiffres qui sont un petit peu virtuels et qui ne rapportent pas. Ensuite, il faut se concentrer, comme je l'ai dit avant, justement, qu'il faut se concentrer sur des choses long terme. Même chose, il y a une conférence à l'Aracon US qui était très intéressante sur une entreprise qui a 10-15 ans, elle rapporte beaucoup plus qu'une entreprise qui va rapporter beaucoup mais en 1 ou 2 ans. Ce qui rapporte le plus aujourd'hui aux maisons de production de films et de musique, de livres, etc., c'est plutôt les vieux livres qui continuent à se vendre. C'est eux qui ont rapporté le plus plutôt qu'un livre qui va se vendre, qui va faire un peu la mode, qui va se vendre très rapidement et beaucoup, mais qui dans un an, plus personne n'en parlera, plus personne n'achètera ce livre. Donc mieux vaut créer un truc qui va s'acheter dans le temps, qui va durer dans le temps, plutôt que de faire quelque chose qui va se vendre juste pendant quelques mois, puis ensuite arrêter totalement. Ensuite, se concentrer sur des petites équipes. Les petites équipes, c'est plus facile à manager, c'est plus facile à gérer. Du coup, on peut avoir une entreprise qui est un peu plus réactive sur les besoins clients, etc. Il y a aujourd'hui en Silicon Valley, il y a beaucoup de gens qui se vantent de pouvoir embaucher beaucoup et du coup d'embaucher plusieurs dizaines de personnes par semaine, par mois, voilà. embaucher. Et en réalité, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc elle aimerait bien qu'on revienne à une métrique qui est assez intéressante, qui est le revenu par employé. C'est-à-dire que on puisse gagner, que tel employé, il nous rapporte tant. On divise juste le revenu total de l'entreprise par le nombre d'employés. Donc ça nous force à déployer beaucoup de valeur pour un minimum, une équipe des équipes les plus petites possibles. Ensuite, il faut garder un certain contrôle sur son entreprise. Elle pense que c'est vraiment important de garder le contrôle pour pouvoir faire ses propres choix et ne pas être vraiment à la merci des investisseurs. Donc pour elle, c'est pas ne pas prendre d'investisseurs, c'est de prendre des investisseurs mais ne pas leur laisser le contrôle total de l'entreprise. Donc rester majoritaire, on va dire, sur le nombre de parts. Ne pas vendre plus de 50% de son entreprise à des VC, enfin à des business angels, pour gagner beaucoup d'argent. Mieux vaut garder le contrôle de son entreprise pour pouvoir continuer quand même à faire un peu ce qu'on veut. Ensuite, elle dit aussi que beaucoup de gens à Silicon Valley se concentrent sur la presse, parce que c'est ça qui fait parler de nous, c'est ça qui intéresse justement les business angels, c'est comme ça qu'ils nous remarquent, c'est comme ça qu'on peut se faire remarquer, sortir un peu du lot, mais c'est pas forcément là où on va gagner de l'argent. Beaucoup d'entreprises se concentrent sur faire quelque chose de vraiment unique, vraiment très original pour juste sortir du lot et avoir un gros article sur tous les blogs comme TechCrunch, etc. Alors qu'en réalité, ça va leur rapporter 0 à la fin. Il vaut mieux se concentrer sur le client, sur le produit et rapporter de la valeur. C'est peut-être moins sensationnel, ça rapporte peut-être moins au niveau image, mais ça rapporte beaucoup plus au niveau valeur et au niveau revenu.
Ensuite, là, j'ai pas trop compris ce qu'elle a raconté sur cette slide-là, mais la chose intéressante, c'est de montrer qu'une personne qui est vieille, on pense souvent start-up, jeune, etc., mais une personne qui est vieille, entre guillemets, à 40 ans, a plus de chances d'avoir une start-up qui a du succès plutôt qu'une personne qui a 25. 2,1 fois plus de chances, selon une étude qu'elle a citée. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant, parce qu'on associe souvent start-up à jeune personne, alors qu'en réalité, quand on a de l'expérience, quand on a vraiment des réseaux déjà, ça nous avantage vraiment beaucoup pour monter quelque chose qui va durer et qui va fonctionner. Et elle parle aussi du fait que pour recruter les meilleurs talents, généralement les startups qui n'ont pas de revenus, au lieu de fournir des profits, on va dire, aux employés, elles vont leur fournir des stock options. Alors les stock options, c'est des parts de l'entreprise qu'elles vont pouvoir revendre quand l'entreprise vaudra beaucoup d'argent. Mais en fait, dans les faits, c'est très rarement le cas en fait. Là, rarement des startups arrivent à ce point de devenir assez grosses. On entend beaucoup parler, on entend des grosses entreprises qui se font racheter, comme WhatsApp par exemple. Eux, effectivement, les stock options, c'était très rentable. Mais la majorité des cas, les stock options ne sont pas très rentables. C'est quand même quelque chose de très risqué. Elle explique qu'il vaut mieux essayer de faire des salaires un peu plus élevés, etc. Et elle explique même que si on veut vraiment devenir riche en Silicon Valley, il ne faut pas accepter de travailler pour une startup et prendre des stock options en espérant tomber sur le Saint Graal, mais il faut plutôt aller travailler chez Google directement pour $500 000 par an. C'est quand même vachement plus rentable et c'est comme ça qu'on peut devenir riche en Silicon Valley plutôt que d'essayer de monter une startup. Ensuite, elle explique aussi que aujourd'hui, la Silicon Valley est très recentrée sur elle-même. Ils veulent que les gens viennent à la Silicon Valley, les fonds sont là, l'argent est là, les talents sont là. Mais en fait, les talents sont maintenant partout. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de talents. Elle montre plus tard une slide sur la Chine. Il y a beaucoup de talents en Chine qui émergent, beaucoup de startups chinoises qui émergent. C'est aussi un marché de clients qui est assez énorme. Et même au niveau remote, il y a plein de gens en France, dans plein d'autres pays, qui sont très bons, des très bons développeurs, des très bons product owners, des gens qui ont des bonnes idées. Et donc, du coup, il faut accepter aussi de s'ouvrir à l'international, accepter que les gens ne viennent pas travailler aux États-Unis et préfèrent travailler chez eux. En plus, quand on s'ouvre un petit peu comme ça, on a plus de choix. Et en plus, on peut les payer moins cher, entre guillemets. C'est que quand on est juste à la Silicon Valley et qu'on est centré sur la Silicon Valley, on est obligé d'être en compétition avec des Google, des Facebook qui vont payer leurs salariés extrêmement cher. Donc on va être on va avoir du mal à justement avoir la compétition, à être attractif pour les autres, pour les employés, pour les salariés. Après, elle explique comment faire pour un peu sortir. Quand on a commencé à ça, elle explique qu'il y a plusieurs entreprises qui ont déjà racheté les fonds. Donc, ils avaient eu des business angels qui avaient apporté des fonds dans leur entreprise et ils ont réussi à les racheter. Donc là, par exemple, pour Buffer, ils ont racheté 3,3 millions sur 3,9. Et pour Vistia, ils ont eu 19 millions d'investissements et ils ont dû s'endetter à 70 millions pour racheter une partie de ces fonds. Donc on ne sait pas combien de pourcentage ils ont pu en racheter, mais ils ont quand même dû s'endetter eux-mêmes, l'entreprise a dû s'endetter pour pouvoir racheter les fonds. Donc c'est quelque chose qui est possible de faire. Après, voilà, ça coûte cher, mais il y a quand même un retour sur investissement lorsqu'on fait ça. Quelques exemples aussi de indie companies, comme elle les appelle, donc des compagnies qui ne croient pas vraiment à ce modèle de la Silicon Valley, de la croissance à tout prix, et qui veulent faire des entreprises qui vont rester dans le temps, qui vont être rentables directement. Donc on voit Basecamp, dont j'ai déjà parlé. Il y a Nomadlist que je connais, Mailchimp qui est assez connu aussi, Gumroad. Donc voilà, il y a pas mal d'entreprises qui font ça et ça fonctionne a priori. On peut également se financer par d'autres moyens. Il n'y a pas forcément que les business angels qui vont nous apporter des millions. On peut aussi se faire financer par des particuliers qui vont nous apporter des petites sommes. Et du coup, ça va nous faire un capital assez important. On peut lever quand même pas mal d'argent grâce à ce genre de système sans passer par des VC forcément. Donc on aura un peu plus de contrôle à ce niveau-là. Enfin, elle parle aussi des conférences. Dans les conférences en tout cas sur les startups, alors moi je ne regarde pas beaucoup des conférences sur les startups, mais elle dit qu'on parle beaucoup justement des funding, enfin des levées de fonds, comment faire pour présenter son projet à des business angels. Et elle aimerait bien qu'on ait des conférences qui soient plus orientées clients, produits, profit, etc. Donc c'est quand même vraiment revenir au cœur d'une entreprise, c'est de faire des profits, de rendre une valeur à un client, de faire un bon produit. C'est vraiment ça le cœur, c'est pas de se vendre à des business angels pour gagner de l'argent, pour lever des fonds. C'est vraiment pas l'objectif d'une entreprise à la base. Donc elle aimerait bien qu'on revienne un petit peu à ce client, produit, profit. Et enfin, elle finit par dire qu'elle aimerait bien aussi voir des entreprises qui se font là où elles sont et qu'on n'est pas obligé de se déplacer. Qu'on n'est pas obligé si je veux construire une entreprise, il faut que j'aille à Paris, il faut que j'aille à Silicon Valley, il faut que je me déplace dans une grande ville.
pour avoir accès à tous les réseaux. Elle dit aujourd'hui on est dans une économie globale, on peut très bien travailler de la campagne, en remote, voilà. Donc ça c'est possible et c'est comme ça qu'elle conclut sa conférence sur le fait qu'elle aimerait bien voir plus d'entreprises qui se créent dans des petits villages, dans des petites villes. Il n'y a pas forcément besoin de se déplacer pour créer quelque chose qui apporte de la valeur. Donc voilà, c'était une conférence très intéressante. N'hésitez pas à la regarder si vous parlez anglais. J'ai appris pas mal de choses et c'est un aperçu qu'on n'a pas souvent. Et n'hésitez pas à regarder aussi la conférence de Basecamp et de Things That Last. Je mettrai les fiches ou les liens dans la description. C'était vraiment aussi des conférences qui recoupent un petit peu avec ce qu'elle a dit et qui étaient aussi très intéressantes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour une autre vidéo.